et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine dans votre magazine économique, nous regardons les promesses des productions locales, aussi bien dans la mode que dans l'agriculture. Et tout de suite, voici un aperçu des grands titres de cette édition. Sac à main, foulard, petite bagagerie, c'est la folie aux accessoires made in Burkina Faso, un essor des marques qui profitent aussi aux matériaux locaux. Je suis à la recherche donc d'un présent pour une amie et j'ai demandé à mes sœurs si je pouvais avoir un truc typiquement burkinabé. Elles m'ont recommandé Fenel. Des jeunes béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. Que l'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Les creuseurs de sable du Cameroun sont à pied d'œuvre pour gagner leur vie, une activité pénible mais encouragée par le boom de l'urbanisation. C'est notre gagne-pain dans notre quartier. Quand nous vendons le sable, nous pouvons acheter de la nourriture pour nourrir nos enfants et nous nourrir également. Ces dernières années, au Burkina Faso, on assiste à une véritable révolution de la consommation. Dans la mode, par exemple, les habitudes tendent à abandonner l'achat d'accessoires importés de l'étranger au profit des créations locales. Les marques d'accessoires se comptent aujourd'hui par dizaines et ont une particularité, faire usage des matériaux et tissus locaux tels que les pagnes Faso d'Anfani et le coco d'Unda. Explication avec notre correspondante sur place, Sonia Kokti. Dans cet espace de quelques mètres carrés à Ouagadougou au Burkina Faso, des œuvres artisanales particulièrement locales. La tendance est à la création à base de matériaux locaux. Nous sommes dans la boutique du couple Traoré. Elle est pharmacienne et lui juriste. Leur passion pour la mode les a menés à la création d'une marque d'accessoires, des sacs à main principalement. La marque Fenel est ainsi devenue l'une des multiples marques locales qui fleurissent dans le secteur et un clin d'œil à toute l'Afrique à travers les créations. Tout ce qui est comme matière première qu'on peut retrouver en Afrique, on a essayé de le marier avec le Faso d'Anfani qui est notre matière principale. On utilise la natte du Niger, d'autres pains, du tissé d'autres pays comme le pain mandjak du Sénégal. On utilise des fois même des pois baoulés de la Côte d'Ivoire. On utilise de la matière issue de rubus, comme la corne, du bois d'ébène. On utilise du bronze, toujours vraiment pour rappeler que c'est vrai que c'est le Burkina Faso, mais c'est l'Afrique. Une collection Fenel est mise sur le marché chaque année depuis 2019. Les œuvres sont produites sous un thème défini et sont inspirées par le talent artisanal d'Angeline Traoré et aussi des goûts et demandes exprimés de certains clients. Le comité de création et de confection des œuvres nomme chaque article pour raconter des histoires. Le sac Vanessa, pour rendre hommage à Vanessa Touré, qui fait partie des premières journalistes télé de la RTV, que l'on a suivi quand on était enfant. Denis, là, c'est une amie. On a fait le collège ensemble. On a fait sortir 5 ou 6 sacs à notre lancement de la marque. Elle fait partie des premières qui ont vu les sacs avant qu'on l'expose. Sans demander le prix, elle nous a demandé de lui livrer le sac dès qu'on a fini. Nous avons le sac Ivo, le sac Titi, le sac Anisha. Nous avons le sac Astou et celui-ci, voilà. Le sac Zeta. Nous avons le sac Sibel. On a le sac Aïcha, on a le sac Andy, les sacs Rosita. Je suis à la recherche donc d'un présent pour une amie et j'ai demandé à mes sœurs si je pouvais avoir un truc typiquement burkinabé. Elles m'ont recommandé Fenel. Donc c'est une découverte pour moi et une agréable découverte. Comme vous pouvez voir par vous-même, je pense qu'il y a de la matière. C'est l'adresse idéale pour les cadeaux. La vision du couple Traoré, faire de l'accessoire de mode un incontournable du style vestimentaire des Burkinabés et des populations de la sous-région africaine, et ce en valorisant les richesses locales. Les articles Fenel se vendent depuis cette boutique à Ouagadougou, sur le site marchand de la maison, ou encore à l'occasion de foires, aussi bien au Burkina que dans plusieurs autres pays. On a pu prendre part à plusieurs reprises, que ce soit dans la sous-région, à Dakar, notamment à Abidjan, à Bamako, ou même encore plus loin,
Et il y a encore quelques mois, on était à Sao Paulo, au Brésil, où on a pu prendre part à une foire et faire connaître la plus grande foire des arts nègres d'Amérique du Sud. En 5 ans, on a vu effectivement rien que le nombre d'articles vendus passer du simple, voire au triple et même plus. Notre plus grande satisfaction, c'est que nous avons toute une équipe d'artisans déjà et d'administratifs qui vivent de cela à plein temps. Les centres de tissage qui nous produisent la matière première pour que nous puissions travailler, qui en vivent également. Alors nous-mêmes, c'est vrai pour le moment, on n'en vit pas entièrement, mais de savoir déjà que ça arrive à faire vivre un certain nombre de personnes, c'est déjà un motif de grande satisfaction. Ici, nous sommes dans un univers créé par une artisane plus jeune. Sa volonté d'étudier le stylisme n'ayant pas convaincu ses parents, elle s'est reconvertie dans des études de communication. Mais la jeune femme va quand même réaliser son rêve en débutant par un bloc de mode pour aboutir à Tingwe. Tingwe signifie joie ou paix du cœur et en langue Boimou, donc ma langue paternelle. Et c'était l'occasion pour moi en fait de rendre hommage à mon ethnie qui n'est pas très connue, on va dire ça comme ça. Notre marque essaie de valoriser en fait une Afrique qui soit gaie, une Afrique qui apporte de la lumière et non une Afrique en fait comme on la dépeint de manière générale. Je suis agréablement surprise parce que la plupart du temps quand les gens veulent faire un cadeau, ils pensent vraiment à la marque, ils pensent beaucoup à Tingwe. De bouche à oreille, en fait, on se fait connaître. Vous allez trouver essentiellement des sacs à main, des pochettes, de la bagagerie, également des petites pièces pour le bureau. Donc tout pour le bureau en cuir ou en matière première locale et burkinabé principalement. Donc les porte-documents, les bidoux pour hommes ou des cartes de passeport ou enfin ces petites choses. Les petits carrés de foulard qui sont vraiment faits localement avec de la teinture locale, comme ce que je porte en effet. Et certaines des clientes de Tingwe ne se font pas prier pour consommer ces pièces multicolorées. J'ai des clientes qui ont l'habitude de dire qu'on les appelle Madame Tingwe parce que tout ce qu'elles portent, c'est du Tingwe. Récemment, j'ai une cliente elle commande les sacs et elle me dit « Mais Stéphanie, finalement, j'ai des sacs que je n'ai même pas encore portés, mais j'en reprends. Chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, j'en reprends. » Ou les foulards et les raies dingues des foulards et des sacs, chaque fois elle en prend. C'est devenu un peu... Voilà, nos ambassadrices en fait. Ça peut sembler banal, mais c'est en faisant sortir en fait ces pièces-là, ce que nous produisons, que nous redorons notre image, surtout dans notre contexte actuel. Fenel et Tingwe sont quelques marques d'accessoires parmi tellement d'autres, officielles ou non, qui ont fleuri au pays des hommes intègres ces dernières années. La forte volonté de promouvoir les richesses locales se manifeste quotidiennement à travers de nouvelles visions de la mode burkinabé. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle compte 146 marques déposées d'accessoires de mode ces 4 dernières années. Mieux que les 3% en moyenne ces 2 dernières années, l'Afrique pourrait connaître une croissance de 4,1% cette année et de 4,4% en 2026. Le dernier rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives macroéconomiques du continent note cependant que cette trajectoire sur fond d'amélioration de l'inflation se situe bien en dessous des 7% de croissance qui seraient nécessaires pour aboutir à une véritable réduction de la pauvreté. Parmi les facteurs négatifs pour la croissance, l'institution note les tensions géopolitiques, des désastres climatiques et la persistance de conflits armés. La dette publique continue de hanter le continent. 20 pays sont particulièrement affectés avec des niveaux de dette élevés. Un véritable boom du commerce des fleurs, c'est selon l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, un des développements clés du transport de marchandises entre 2003 et 2024. Le Kenya se hisse à la 3e place des pays exportateurs dans le commerce international des fleurs, avec une part de plus de 16% et des échanges évalués à 3,7 milliards de dollars. L'Éthiopie se confirme comme un centre de l'horticulture mondiale en pleine expansion, avec 5,5% des échanges. Selon IATA, l'abaissement des tarifs douaniers et l'amélioration de la logistique et de la réfrigération sont à l'origine de ces progrès.
Et pendant ce temps, la tendance des fermiers entrepreneurs continue sa lancée en Afrique et elle s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songhai, désignée centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes Béninois sans emploi poursuivent ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association. Exemple avec l'association Les Jardins de l'Espoir. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs. Et pourtant, leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement. La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des devises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito, à environ 1 heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de 5 ans, Femi Kochoni est de ceux-là. Il pratique de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m² et son principal souci, c'est la valorisation de ses produits bio. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûr de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukan, une jeune coiffeuse résidant à Pidjosé à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, et comme vous le voyez là, et comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs, puisque ça prend du temps à se détériorer. On a ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Kochoni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. 7 jardiniers animent ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnelle. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici 3 ans, est d'arriver à inverser la tendance actuelle. Donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Maintenant, par exemple, si c'est moi, aujourd'hui, on me dit de produits bio avec moi, comment ça se passe? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, insistide là, pour faire les traitements. À la base de feuilles, des nimes qui est sous la ferme, je prends et je les pile et je les trempe dans l'eau. Quand on fait les traitements, si les insectes volants ou bien les vers viennent manger les feuilles, ils vont trouver les goûts sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est les choses comme ça. Donc on les renvoie. C'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de charbon, on mélange. Donc c'est ça, avec ça on prend pour fertiliser les sols. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde.
l'Afrique, qui est un continent pauvre, est le seul continent où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement les produits chimiques, n'a pas les moyens d'acheter des engins lourds pour répandre de façon anormale des produits chimiques sur son sol, n'a pas les moyens de produire 2000 hectares seul. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiés et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Clairement, les portes sur une note de satisfaction générale. Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population. Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquer les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale devenue leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Les inquiétudes montent sur le climat commercial entre l'Afrique et les États-Unis. L'intention du président américain Donald Trump d'augmenter certains tarifs douaniers fait craindre des retombées négatives pour les flux commerciaux. C'est dans ce contexte que l'accord commercial préférentiel de l'AGOA expire fin septembre. Depuis 2000, il garantit à une trentaine de pays africains de pouvoir exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Marco Rubio était représenté par le personnel diplomatique en poste à Pretoria. Cela faisait suite à des tensions entre l'administration Trump et le gouvernement sud-africain au sujet des lois d'expropriation des terres. Le Rwanda fait face au spectre de retombées économiques négatives en raison de son soutien aux rebelles du M23 qui continuent leur progression à l'est de la République démocratique du Congo. La dette extérieure du pays atteint maintenant 80% du PIB et même si une grande partie est à terme concessionnelle, la pression financière se resserre. Le Parlement européen a demandé à l'Union européenne la suspension d'un partenariat sur les minerais critiques avec le Rwanda signé en février 2024. Le Royaume-Uni vient d'annoncer la suspension de l'aide bilatérale et le Rwanda a suspendu sa coopération dans le développement avec la Belgique qu'il accuse de saboter, je cite, son accès au financement. Les obligations du Rwanda sont en repli alors que les donateurs menacent de retirer $1 milliard d'aide au pays.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de reconnaître le Niger comme le premier pays africain à triompher de l'onchocercose, connu aussi sous le nom de cécité des rivières. Il rejoint ainsi 4 pays d'Amérique latine, la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Mexique, qui ont également éradiqué la maladie. Concrètement, le Niger avait procédé à des rotations de pulvérisation d'insecticides entre 1976 et 1989 avant de procéder à l'administration du médicament ivermectine entre 2008 et 2019. L'OMS estime qu'aujourd'hui, la transmission de la maladie au Niger a été interrompue. Je vous emmène maintenant à l'ouest du Cameroun. Le département de Noun est traversé par une rivière dont les multiples affluents et sous-affluents fournissent aux habitants une activité particulièrement lucrative. Creuser le sable et alimenter les besoins de l'industrie de la construction en plein développement. Le travail sur ce petit cours d'eau, le Dankene, alimente ainsi toute une filière où l'on retrouve hommes, femmes et enfants. Notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchili, s'est rendu sur place au village de Madankene. Regardez. Le petit village que voici du nom local de Madankene, situé dans le département du Nord, à l'ouest du Cameroun, a bâti sa réputation dans l'extraction artisanale et la vente du sable. Cette activité est de loin ici la principale source de revenus devant l'agriculture, le commerce et le petit élevage pour ces populations pauvres à la recherche de survie. Tous que vous nous voyez ici sont élevés à partir de cela. Bon, les parents exploitent le sable, ils vendent, ils payent tout, nos scolarités, ils nous payent nos vêtements, nos nourritures et aussi. Bon, à partir de cela. C'est depuis longtemps que cela dure et on dirait une tradition qui se transmet de génération en génération. Le business du sable permet à ceux qui s'y sont lancés dans ce village de joindre les deux bouts. Parmi eux, les femmes très nombreuses. Entrer dans l'eau au quotidien, 1 ou 2 paniers et une eau à la main, aller au fond de l'eau pour puiser du sable avec tous les risques qu'on peut imaginer est devenu pour elle un geste banal. Quand on est là, ça fait longtemps qu'on travaille le sable ici. Quand on est là, on sort vers 14h à peu près, on entre à 10h et on part à 14h. Enterrer ces grains de roche sortis de l'eau pouvant faire le plein d'une camionnette de moins de 12 tonnes est acheté par les camionneurs ou les vendeurs à 24 000 francs CFA, un peu plus de 36 €. On fait sortir le sable dans une semaine. On appelle le camion, il vient retirer nous donc 24 000 francs. Une somme minable au regard des souffrances endurées, diront certains en ces temps de vie chère au Cameroun. Mais de quoi donner tout de même, de sourire et surtout de l'espoir malgré tout à ces femmes à qui revient parfois entièrement la charge de la famille. C'est notre gagne-pain dans notre quartier. Quand nous vendons le sable, nous pouvons acheter de la nourriture pour nourrir nos enfants et nous nourrir également. Nous mettons à contribution cet argent en cas d'événements heureux ou malheureux. En saison sèche, nous travaillons en aval et en période de pluie, en amont. Nous nous battons ainsi pour que les enfants ne restent pas à la maison sans aller à l'école. La priorité dans nos dépenses, c'est la scolarité des enfants, même avant notre alimentation. Certaines de ces femmes, tout comme d'autres exploitants hommes ou enfants, travaillent à leur propre compte. D'autres sont regroupés en associations ou en groupement d'intérêt économique pour se partager les bénéfices après les ventes. Le secteur est porteur pour le développement de ce village et de la région en général, ce qui a amené la commune de la localité à s'impliquer pour essayer d'accompagner ces exploitants. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, la commune de Fumban avait sorti un plan de développement. Bon, il est venu avec le PNDP, ils nous ont organisé ici en groupe. Donc moi aussi, que je parle devant vous, je fais le délégué de mines et de l'énergie ici à Madankene dans ce plan communal. Donc nous sommes organisés en association Poicono et aussi en GIC. Bon, pour l'exploitation du sable, c'est les femmes qui exploitent le sable, ils vendent en groupe et aussi personnellement. Malgré cette organisation, les difficultés auxquelles font face les exploitants du sable dans ce village sont très nombreuses. Ça prend du temps et ça fatigue aussi et ça fait manger beaucoup quand tu travailles ça. Bon, si on pouvait trouver peut-être un engin qui pouvait
aider à retirer. Et là, alors, quand le camion vient porter, on partage que l'argent à la population. Ça peut aider. Le sable retiré ici prend la direction des grands dépôts dans les villes ou la livraison directe aux clients qui en ont besoin pour les multiples constructions. L'urbanisation galopante au Cameroun a créé une forte demande de cette précieuse ressource. Dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, le sable s'achète plutôt à prix d'or, près de 200 000 francs CFA, 305 € environ, un camion de 20 tonnes, parfois plus, en fonction des saisons. Rien à voir avec ce qui se passe dans l'arrière-pays. Ce qui crée, à cause de la forte affluence des exploitants, une énorme pression sur les cours d'eau et plages propices à cette activité dans le pays. Il s'est ainsi développé une filière juteuse et une longue chaîne d'acteurs qui trouvent chacun son compte. Le secteur sable, comme vous le connaissez, est un secteur informel. Donc les opérateurs économiques agissent à plusieurs endroits. Partant de ceux qui mettent leur argent pour acheter des camions, pour se faire un peu de l'argent. Et ensuite, le chauffeur, celui-là qui doit conduire ce camion. Et lorsque le camion est conduit, donc, il va jusqu'à l'eau. Là-bas, nous avons les plongeurs. Et il y a une espèce aussi d'opérateurs économiques à ce niveau. Ceux-là qui sont des détenteurs de dépôts de sable là-bas emploient des plongeurs dans l'eau, moyennant quelque chose à chaque pirogue qui sort dans l'eau, ils leur payent. Et lorsque le sable est sorti au bord, ils entassent et ils vendent ça dans les camions, ils chargent dans les gros camions pour entraîner ce produit jusqu'à Yaoundé. La liste est encore longue. Après l'air et l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus consommée sur Terre. Sa demande mondiale tourne autour de 50 milliards de tonnes d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Outre le génie civil avec les travaux de construction, le sable au Cameroun est également une des matières premières de plusieurs secteurs industriels qui font dans la fabrication de plusieurs objets. Des entreprises qui ont actuellement le vent en poupe avec la relance économique post-Covid dans le pays. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.